vacances, place à l'ouverture des classes. Au lycée Sergent Malamine Camara, situé aux abords du stade Léopold Sédar Senghor, les enseignants ont répondu massivement à l'appel des classes. On s'est bien reposé et en espérant que vraiment cette année soit une année stable pour que les cours puissent se dérouler normalement, puisque le slogan est là, Ubité Djangité. Espérons que le Ubité Djangité sera suivi d'une année stable. J'ai été tout à l'heure au bureau du proviseur pour signer le document. Nous sommes bien reposés, voilà, et nous sommes prêts à commencer les cours dès le 5. L'ambiance est déjà au rendez-vous. Des élèves ont fait le déplacement pour les besoins des formalités d'inscription. Je suis venu là pour inscrire, oui, vu que quand on attend le 5, l'école aura beaucoup de personnes. Oui. C'était juste pour venir voir si les listes des classes étaient sorties et aussi venir voir notre censeur pour tout simplement rectifier nos bulletins. Du côté de l'administration, tout semble fin prêt. Pour démarrer, il faut d'abord désherber. Et vous avez constaté, bon, là, c'est fait. Il faut mettre à la disposition des professeurs les emplois du temps. C'est fait. Les emplois du temps des classes aussi sont disponibles. Les listes de classes, comme vous pouvez le constater au niveau de mon ordinateur. Donc tout est fait dans l'ordre. Pas de contraintes majeures, juste des travaux à finir pour bien accueillir les élèves. Sur les 3 blocs du lycée, dont 2 sont déjà fonctionnels. Donc le 3e le sera dans peut-être moins de 10 jours. L'ouverture officielle des classes est prévue ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Aux HLM 4, dans certains établissements, les enseignants ont tenu leur première réunion, appelée réunion des maîtres. Les responsables trouvés sur place indiquent que durant les premiers jours, les enseignants viennent récupérer leurs emplois du temps. Les écoles qui se situent dans les zones inondables attendent la visite du service d'hygiène afin que les élèves puissent apprendre dans les meilleures conditions. Lucina Sagna a fait le tour de quelques établissements. Regardez. Scolaire du personnel de l'éducation s'effectue normalement au CM HLM 4 de Dakar, où les professeurs et surveillants sont déjà sur les lieux. Les professeurs sont là depuis ce matin, ils viennent depuis 8 heures. Alors il y a certains encore qui ont appelé et qui disent qu'ils sont en route. Et, en fait aujourd'hui le premier jour, ils viennent pour retirer leur emploi du temps. Et dès demain nous allons programmer la réunion de rentrée. Même constat à l'école primaire HLM 4A. Ici, l'heure est au premier conseil des maîtres. La rentrée se passe bien, tout le personnel est en place. Nous n'avons qu'une seule absente qui est en congé de maternité. Aujourd'hui, nous allons tenir une réunion de rentrée. Le premier conseil des maîtres qui va se tenir tout à l'heure. Dans la commune des HLM, si certaines écoles n'ont pas été victimes d'inondations, d'autres par contre en ont payé le prix fort. Néanmoins, le concept Ubité Djangité reste possible. Nous sommes dans une zone inondable. Moi, je n'avais même pas cru qu'on allait pouvoir être là aujourd'hui. Les sapeurs-pompiers sont venus dégager l'eau de la cour. Hier, la mairie de ville est passée avec un camion cureur pour dégager le reste. Nous n'avons pas de problème majeur. La direction accessible, la cour, les classes sont balayées, nettoyées déjà. Donc, je ne vois pas, pourquoi pas. Présent à l'appel, Boubacar Sané, professeur d'histoire et de géographie, attend les élèves. Nous sommes prêts pour le démarrage. Et aussi, c'est l'occasion pour les professeurs de prendre leurs emplois du temps et de pouvoir préparer leur programme. La rentrée scolaire 2016-2017 est prévue le 5 de ce mois dans toutes les écoles de la capitale. Le ministère de l'Éducation est sur le pied d'œuvre pour que les conditions soient réunies afin que les élèves puissent entamer les cours dès ce mercredi. Éducation toujours, le mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour veut que le concept Ubité Djangité soit une réalité dans la commune. Ses responsables sont en train de s'activer pour assainir les écoles, doter les élèves de fournitures scolaires et accompagner les autorités dans la sensibilisation. L'agence de développement municipal ADM a distribué ce week-end des fournitures scolaires à des élèves de la commune. Sur place, nous retrouvons Mamadou Diop. Ubité Djangité, un concept tant souhaité par les autorités académiques.
Dans le département de Mbour, autorités locales, associations de jeunes et autres citoyens s'impliquent pour la réussite du concept. Le mouvement Amdem, Agir avec Macky pour le développement de Mbour, ne veut pas être en reste. Ses membres se sont mobilisés pour que Oubitey Dianguetey soit une réalité à Mbour. La commission environnementale a balayé, a pulvérisé, a rendu propre toutes les écoles dans lesquelles on a travaillé pendant ces cours de vacances gratuits. Ils ont également installé des poubelles qui permettront durant toute l'année à ces écoles-là de maintenir cet état de propreté. La commission sociale a fait des enquêtes sur la situation sociale des élèves et de leurs parents. Et sur la base de ces enquêtes, on a fait également des dons dans le cadre du social. Autre aspect qui préoccupe beaucoup le mouvement Amdem, c'est l'inscription des enfants à l'état civil. Des jugements qui permettent à les enfants de disposer des pièces pour faire leur cursus scolaire correctement. L'école, actuellement, c'est l'affaire de la communauté. Ce n'est plus l'affaire de la mairie ni l'affaire du ministère de l'Éducation. C'est l'affaire de la communauté. En tout cas, c'est la nouvelle vision du président Macky Sall. Et nous participons à mettre en pratique cette vision, c'est-à-dire de participer au même titre que les autorités locales, la mairie, le conseil départemental, pour que l'école soit dans de meilleures conditions, surtout à Mbour. Le mouvement Amdem a procédé ce week-end à la distribution de fournitures scolaires à une centaine d'élèves de la commune. Et cela à la fin des cours de vacances organisés gratuitement par Amdem à l'endroit de plus de 600 élèves de la capitale de la Petite Côte. Je l'annonçais en début d'édition, les populations de Ouest-Foire s'insurgent contre l'érection d'une station de service dans leur quartier. Selon les membres du collectif, il était prévu un jardin public sur le site en question, ce qui explique leur opposition au projet. Certains habitants saluent le combat mené par le collectif mais plaident pour une solution pacifique. Voyons cela avec Code Ndjaye. Les habitants de Ouest-Foire continuent de décrier l'érection d'une station dans leur quartier. Ils dénoncent un détournement d'objectifs car, disent-ils, le site devrait abriter un jardin populaire, projet qui existe depuis le magistère de Mamadou Diop, ancien maire de la ville de Dakar. C'était prévu pour un jardin public, on nous avait promis ça depuis à l'époque où il y avait Mamadou Diop qui était maire de Dakar. Et il nous avait même financé, il nous avait donné une somme de 500 000 francs nous permettant d'acheter des plantes pour essayer de planter sans sous-bois. Et ce qui a été fait, et en son temps, le gouverneur qui s'appelait M. Nderi Touré est passé spontanément sur la VDN et il l'a démoli. Alors donc nous supposons qu'on ne peut pas avoir deux poids deux mesures. Ce qui était valable il y a 10 ans, ça reste toujours valable jusqu'à maintenant. Selon ces membres du collectif, aucune étude environnementale n'est réalisée avant le démarrage de ces travaux. Il y a des câbles haute tension de la Senelec, deux câbles, un de 90 kV et un autre de 30 000 kV. Et des câbles BT qui alimentent les villas. Plus le canal d'eau pluviale qui a été construit tout récemment pour parer aux inondations. Et tout ça est construit sous le qui doit habiter la station. Le collectif des habitants de Ouest-Foire ont déjà porté l'affaire devant les juridictions compétentes. On ne compte pas se bagarrer avec les forces de l'ordre. Hein. Nous, on a entamé une procédure juridique. Le dossier est pendant au niveau de la justice. On attend que la justice fasse son travail. Ce jeune salue le combat, mais estime tout de même qu'il faut privilégier la solution pacifique en engageant des concertations avec toutes les parties concernées. Je pense que les jeunes doivent s'organiser, soit une association, voir les personnes concernées, soit le ministre ou bien le maire, pour trouver un consensus, un terrain d'entente. Pour moi, de combattre avec les gendarmes. En attendant, le quartier est quadrillé par un important dispositif sécuritaire, des gendarmes qui veillent au moindre mouvement après les échauffourées de ce dimanche. Allons à Saint-Louis, les populations de Pikine réclament la fermeture du bassin d'évacuation des eaux pluviales. L'espace sert de dépotoir d'ordures, une situation qui indispose les habitants de la localité et sert de repère pour chiens errants et animaux en divagation. Il confie que plusieurs enfants sont tombés malades. Ces habitants étaient dans la rue pour exprimer leur ras-le-bol. La correspondance de Gambi Diagne. Au quartier de Pikine 700 de Saint-Louis, le bassin d'évacuation des eaux pluviales devient une source de nuisance pour les populations. Ils demandent sa fermeture. Nos enfants sont exposés au danger, aux maladies, sont
tous à l'hôpital. Nous ne pouvons plus respirer dans ce on en a marre de passer à cause de beaucoup de problèmes, que ce soit sur les moustiques et tout ça. On ne respire plus. Tous nos enfants sont malades. Vous voyez le dispensaire. Vous y allez le lundi ou bien le mardi. Vous trouvez beaucoup de personnes. Alors on en a marre. C'est les autorités. Nous, on ne parle pas de magistrat. C'est le dernier homme. Mais on parle de la mairie. Ils viennent ici par 10 mètres pour brûler. Après ils s'en vont. Sans suite. Vous pouvez, pendant les élections, vous venez, vous réclamez vos cartes. On vous donne nos cartes. Donc à vous maintenant de venir. Ce qui est là. Le problème qui est là exposé. On veut qu'il soit enlevé. On n'en vend plus. Très remontées, les populations donnent rendez-vous à Macky Sall aux prochaines législatives. Intéressons-nous à présent aux accidents récurrents et encombrements de la voie publique sur la nationale 3 dans la commune de Mbacké. Les riverains tapent du poing sur la table. Une manifestation suivie d'une remise de mémorandum est la première alerte des populations qui réclament l'ouverture immédiate et sans condition de la gare routière de Mbacké au moment où le regroupement des chauffeurs s'oppose à cette ouverture et est source de conflit latent avec le promoteur. Voici leur porte-parole Abdoulaye Seck au micro d'Elhadji Modou Gueye. Anarchique devant nos maisons, l'occupation des bus anarchique devant nos quartiers, l'occupation des bus anarchique devant nos rues. Nous sommes là aujourd'hui pour déplorer cette situation. Quiconque, on n'a pas besoin d'être instruit pour savoir qu'une rue n'est pas un garage. Les bus, le place n'est pas dans les rues. Le place n'est pas dans les quartiers. Nous sommes là, on ne peut plus avoir d'intimité dans nos maisons. On ne peut plus avoir de sécurité dans nos maisons. Voyez ces enfants-là, ils ne sont plus en sécurité. Il y a le dégagement de fumée, il y a l'alcool, il y a le tabac, il y a tout dans nos quartiers. On sait que la fumée des véhicules dégage des éléments toxiques qui posent des maladies respiratoires. Nous sommes là aujourd'hui pour interpeller les autorités compétentes, pour leur dire de dégager les bus au plus bref délai. Ils n'ont qu'à regagner leur garage. Mbacké n'a pas de période de garage. Ils ont leur place là-bas. Leur place n'est pas dans les rues. Leur place n'est pas devant nos maisons. Pourquoi cette situation-là? Nous interpellons les autorités pour qu'ils le dégagent. Je vous le disais en titre, la mutualisation des capacités africaines de réassurance contribuera au financement de nos économies. C'est la conviction du ministre du Budget, Birima Mangara, l'a fait savoir lors de l'ouverture du 21e forum de la réassurance africaine. Les assureurs africains se sont donné rendez-vous à Dakar pour discuter des enjeux et des défis du secteur. La Fédération des sociétés d'assurance du Sénégal plaide pour l'augmentation des assurances obligatoires. Les précisions de Mansour Sow. Le secteur de l'assurance contribue aujourd'hui à hauteur de 1,5% au PIB du Sénégal contre 1,29% en 2014. Rien qu'au 31 décembre 2015, le marché national était exploité par 28 sociétés d'assurance. Toutes choses qui ont plaidé à l'organisation de ce 21e forum de la réassurance africaine au Sénégal. Un rendez-vous qui se veut un cadre d'échange fécond sur le devenir de la réassurance et de l'assurance africaine. Nous avons constaté la faiblesse de la pénétration de la réassurance au niveau africain. C'est pourquoi face à la dimension de notre industrie d'assurance, une nouvelle approche doit être tenue pour faire face aux grands de ce monde. La rencontre de Dakar se tient dans un contexte assez particulier. Au niveau de notre espace communautaire, des réformes majeures sont engagées par la conférence interafricaine des marchés d'assurance. Notre économie africaine en matière d'assurance perd presque 15 milliards de dollars l'année. Si on ajoute ça à ce qu'on perd en matière de flux financiers illicites de l'ordre de 80 milliards, voyez-vous, presque 100 milliards de dollars peuvent constituer un levier important pour le développement de nos économies. Les sociétés d'assurance et de réassurance opérant sur le marché national, regroupées au sein de la Fédération sénégalaise des sociétés d'assurance, ont fait le plaidoyer pour l'augmentation du nombre d'assurances obligatoires. C'est insuffisant pour permettre à l'assurance de jouer véritablement son rôle.
En Europe, il y a plus de 120 assurances obligatoires. On ne peut pas imaginer un médecin qui pratique, à qui on ne fait pas obligation d'avoir une RC professionnelle. Ni un architecte qui construit, qui décide des immeubles, des gratte-ciel sans pour autant lui exiger une assurance RC professionnelle. Le Sénégal abrite pour la 3e fois ce forum après 2001 et 2011. 48 heures de discussion axées sur l'assurance et la réassurance africaine face à de nouveaux choix stratégiques. Et nous changeons de registre. 300 millions de personnes vivent en Afrique de l'Ouest. Toutefois, les questions de migration et de développement préoccupent les différents États. La politique migratoire des pays africains met à nu des manquements. Fort de ce constat, la réunion régionale du réseau de migration et développement de la société civile en Afrique se propose d'apporter un début de réponse à ce fléau. Les participants s'engagent à faire connaître et à consolider les solutions issues de leur concertation sur le continent, nous dit Ayara Sissé. Beaucoup de pays africains n'ont pas de politique migratoire. C'est du moins le problème soulevé par les acteurs du secteur, regroupés à l'occasion de la réunion régionale du réseau migration et développement de la société civile. La collaboration fait défaut dans certains pays africains sur les distinctions dans l'accès aux ressources entre les étrangers et les nationaux, mais également la libre circulation des personnes et de leurs biens. Donc, quelles que soient les politiques, quelles que soient les initiatives qui sont développées par les différents pays au niveau national, il est bon souvent de faire aussi allusion aux différentes aux conventions internationales ou sous-régionales qui facilitent la mobilité, qui facilitent les échanges entre les différents pays et que la migration puisse ne pas en pâtir. Une Afrique où la mobilité ne pose pas de problème, tel est le vœu de Made Afrique. Ainsi, la question sur la mobilité est largement débattue, mais aussi et surtout la violence subie par les étrangers dans leur pays d'accueil. Pour beaucoup, l'Union européenne n'est pas un bon processus d'intégration, pas le meilleur modèle pour l'Afrique. Dès lors, la responsabilité des États est interpellée. Très difficile parce que dès lors qu'on parle de politique migratoire, on pense à la souveraineté des États. Et nous tous, nous savons que tous les États ont, en ce qui les concerne, des initiatives qui sont développées pour les étrangers qui arrivent dans leur territoire. Ils développent des initiatives pour leurs fils qui sont à l'étranger. Le déficit d'harmonisation, la dispersion des acteurs centraux qui gèrent la migration, la véritable compétition pour capter les projets portant sur les migrations financées par l'Union européenne, le contrôle des frontières où beaucoup de droits humains sont bafoués ont été entre autres au cœur des débats pour que des solutions rapides soient prises afin de trouver des solutions aux maux qui gangrènent la migration. Le ministère de la Justice, avec le soutien de l'Organisation internationale de la francophonie, s'est penché ce lundi sur les procédures et mécanismes onusiens des droits de l'homme. Objectif, renforcer la capacité des membres de ces départements à les préparer afin qu'ils puissent concevoir avec pertinence les rapports du Sénégal dans les organisations internationales. Les détails avec notre stagiaire Ousmane Ba. Organisé par la Direction des droits humains avec l'appui de l'Organisation internationale de la francophonie, cet atelier de formation vise à renforcer les rapports du Sénégal sur les procédures et mécanismes onusiens des droits de l'homme. Le secrétaire du Conseil consultatif national des droits de l'homme revient sur les autres enjeux de cette rencontre. Vous savez que le Sénégal a adhéré à plusieurs conventions et traités à travers le monde, au niveau africain comme au niveau onusien. Et chaque année, il faut faire des rapports, un rapport au moins périodique, sur la mise en œuvre de ces traités et conventions. Le directeur des droits humains détaille le mode de fonctionnement des mécanismes onusiens des droits de l'homme. Toutes les conventions principales ont un organe de traité. Vous avez le comité contre la torture, vous avez le comité contre la discrimination à l'égard des femmes, le comité des droits de l'homme, vous avez également sur les handicapés, vous avez également sur les disparitions forcées. Donc c'est des organes de traité. Et à côté de ces organes de traité, vous avez le mécanisme de l'examen périodique universel. Selon le secrétaire du Conseil consultatif national des droits de l'homme, cet atelier de formation va renforcer la capacité des membres. Cela permet justement aux membres du Conseil consultatif national des droits humains, des droits de l'homme, de s'habituer aux procédures parce que la rédaction des rapports nécessite une technicité, nécessite également une compétence et il faut organiser régulièrement des ateliers de mise à niveau
pour préparer les membres du comité sénégalais. Cette rencontre va permettre aux membres du Conseil consultatif national des droits de l'homme d'avoir un aperçu sur les procédures et mécanismes onusiens des droits de l'homme et de bien rédiger les rapports du Sénégal dans les organisations internationales. Le chapitre politique, l'affaire Petro-Tim continue de faire délier les langues. L'opposition accuse Aliou Sall de vouloir s'enrichir avec l'argent du pétrole découvert au Sénégal. Des allégations que ses souteneurs rejettent en bloc. Ils ont profité d'une rencontre tenue à Guédiawaye pour prendre la défense du frère du chef de l'État. Ils soutiennent qu'Aliou Sall est blanc comme neige dans cette affaire. Abdoulaye Wanyanga a assisté à la rencontre. Le cadre de concertation et d'action de Guédiawaye a pris la défense de Aliou Sall dans l'affaire Petro-Tim. Selon les membres de cette plateforme, le maire de Guédiawaye est blanc comme neige dans ce dossier. Ils affirment que ces personnes qui s'attaquent au petit frère du chef de l'État veulent seulement ternir son image. Depuis un certain temps, M. Aliou Sall, maire de la ville de Guédiawaye, démocratiquement élu, est victime d'attaques sournoises de la part de politiciens aigris, rancuniers, en quête de visibilité et cherchant coûte que coûte à exister, même au prix de mensonges et d'accusations sans preuve. Quelques jours auparavant, c'est le directeur de l'investissement qui était monté au créneau pour afficher son soutien à son frère de parti. Une manière pour lui d'appeler à une solidarité autour de Aliou Sall. Sur un certain nombre de propos tendant à faire croire que Aliou Sall est en train d'accaparer le pétrole qu'on a récemment découvert dans ce pays. Il n'en est rien. Lat Diop avait également profité de cette occasion pour s'en prendre à des ministres du gouvernement, d'où son appel au président de la République de procéder à un audit de certains départements ministériels. Il y a certains départements ministériels qui méritent plus d'attention par rapport à d'autres de la part du président de la République. Parce qu'apparemment, l'impression que j'ai, c'est qu'on est en train de lui donner de la mauvaise information. Le maire de la ville de Guédiawaye fait l'objet d'attaques dans le dossier dit Petro-Tim. Ses partisans prennent sa défense. Ces derniers soutiennent que toutes les accusations à l'endroit de Aliou Sall sont fallacieuses. Abdoulaye Wanyanga, le directeur général de l'Agence de développement municipal, trouve que le débat posé par l'opposition sur l'affaire Petro-Tim n'est que de la politique politicienne. Selon Cheikh Issa Sall, l'opposition n'a aucune preuve de ce qu'elle reproche à Aliou Sall. Il estime que les opposants devraient féliciter le maire de Guédiawaye parce qu'il a permis au Sénégal de découvrir qu'il y a effectivement du gaz et du pétrole dans le pays. Cheikh Issa Sall réagit au micro de Mamadou Diop. De politique politicienne. Mais s'il y avait véritablement des preuves palpables, des preuves concrètes par rapport à des irrégularités, l'opposition ne tarderait pas à les montrer aux yeux du monde. Ce qui s'est passé, c'est qu'au Sénégal, on est en train de créer des choses extraordinaires. C'est qu'un membre de la famille du président ne doit rien faire. C'est ce que le Sénégal, ce que en tout cas l'opposition veut. Nous amener à consacrer ici au Sénégal. Et ça, c'est pas possible. Aliou Sall n'a jamais bénéficié de décret de nomination. Il a toujours travaillé avant que son frère n'accède à la magistrature suprême. Pourquoi vouliez-vous que Aliou Sall arrête de travailler tout simplement parce que son frère est président de la République? C'est pas possible. Il a des compétences, il a des connaissances, il a des relations. Ces relations ont permis de découvrir de manière effective du pétrole au Sénégal. Tout le monde sait que depuis 1950, il y a eu des découvertes qui ne nous ont amené que de la déception. Les Sénégalais devaient au moins l'encourager, le remercier, parce que tout simplement, c'est en tout cas par son entre-gens, par son entremise, que la découverte, cette fois-ci, de pétrole est effective. Et ça va nous amener à transformer radicalement notre niveau. Un mot de santé dans ce journal. L'association Cancer du sein au Sénégal a marché à Mbour pour sensibiliser l'opinion. Ses membres ciblent principalement les femmes.